Bienvenue dans Popologie et dans cet épisode, on va parler des jouets qui ont marqué notre enfance. C'est bientôt Noël. Salut Megan. Coucou Naïm. Ça va? Ça va et toi? Bonjour les popologues. J'ai décidé que ça y est, c'était le nom officiel pour nos auditeurs. Moi je trouve ça bien, c'est chouette. Oui, j'aime bien aussi. Quand on aura notre fanbase. Qui va dire quoi, de toute façon? C'est ça. Voilà. Donc, chers popologues, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un invité qui a un super pouvoir. Donc, c'est celui de transformer des bouchons de bouteilles en super-héros. Donc, il est designer bruxellois et recycleur confirmé. Il est aussi le papa de Ikari et les Météores, des figurines qui sont articulées, qui sont fabriquées à 100% en matériaux recyclés, en plastique recyclé. Et c'est des jouets qui sont très inspirés de ce qui se faisait en termes de G.I. Joe dans les années 80. Et en plus, elles ont été élues jouets de l'année en 2023, c'est ça? C'est bien ça. Et en plus, c'est accompagné d'un petit webtoon, donc un petit webtoon captivant. Donc à chaque fois, tu as une petite bande dessinée, un petit truc qui explique le contexte des aventures de ces personnages. Et sans plus attendre, ben, du coup, on va dire bonjour à quelqu'un avec qui on va faire joujou, même juju. Oh là là. Parce que Justin Lallieu. Salut Justin. Bonjour. Ça va? Ouais, très bien. Je suis très content. Cool. Nous aussi, on est très contents de t'avoir ici. Ben écoute, on va parcourir avec toi des licences de jouets qui t'ont marqué, que t'as vraiment aimé, et on va aussi parler des licences de jouets qui nous ont marqué. Donc Megan et moi, Megan qui va parler de Des Furbies. ces petites créatures sataniques bizarres. Et moi, je vais parler des robots, en particulier des Transformers, de Goldorak, etc. Et toi, Justin, est-ce qu'il y a une licence de jouets qui t'a marqué? Oui, il y a vraiment beaucoup de licences de jouets qui m'ont marqué, mais on va dire principalement Mask de Kenner et les G.I. Joe Ouais. et les Maîtres de l'Univers. Pas mal. Et Star Wars. Et La liste pourrait... Tortue Ninja. Of course. Ben écoutez, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va replonger dans nos souvenirs d'enfance avec nos jouets préférés. Et donc, on va voir un petit peu tout ce que les jouets disent de nous, comment ils nous ont préparés à devenir des grands. Et dans cet épisode, on va parler donc de Furby. Comme je disais, cette peluche, elle est un peu flippante. Exactement, j'ai plein d'anecdotes sur cette fameuse peluche. Donc, pourquoi moi j'ai choisi les Furbies? C'est parce que je suis une grande fan de peluches. Quand j'étais petite, je demandais que ça à mes parents. Donc à chaque fois, j'avais une panoplie de peluches extraordinaire. Puis est arrivé le Furby, qui était plus qu'une peluche, c'était une peluche robot. Et donc, qu'est-ce que c'est le Furby pour les personnes donc qui ne connaissent pas? Donc, comme je l'ai dit, c'est une petite peluche qui ressemble un peu à un mélange entre un gremlin et un hibou. Et en fait, c'était une peluche qui paraissait vivante parce que elle clignait des yeux, elle remuait les oreilles, elle parlait même une langue qui était propre au Furby qui s'appelait le Furbish. Mais qu'est-ce qui les rendait si spéciaux et pourquoi ils ont marqué notre époque et que ça fait vraiment partie intégrante de la pop culture. Donc tout commence en 1998. Donc c'est Tiger Electronics, une entreprise spécialisée dans les jouets électroniques qui lance le Furby. Oui, Tiger, la force est dans ta poche. Oui. Et du coup, ils ont lancé le Furby et c'est trop chouette parce que c'est carrément dans le thème de ce moment, vu qu'on est en plein milieu des fêtes. Ils ont lancé le Furby en 1998 pour les fêtes.
Et donc, ça a été une explosion. En quelques mois, tout le monde en voulait. Et ça a fait un énorme buzz. Les parents se battaient littéralement dans les magasins pour avoir un Furby à mettre sous le sapin. Donc voilà, c'était un peu le premier robot pour les enfants, en fait. Donc, une peluche robot qui pouvait même être, au final, un espèce d'animal de compagnie pour les enfants. Donc, c'était vraiment une révolution à ce moment-là. Et voilà, donc, au début, le Furby qui parle uniquement en Furbish, donc comme j'ai dit, une langue qui est totalement propre au Furby. Ouais, je me souviens, il disait Doudi. Oui. T'as vu ça, l'imitation? Oui, je me souvenais pas, mais tu l'as fait remonter. Mais oui, et t'avais la bonne intonation d'un Furby hyper cute, hyper mignon. Et donc voilà, donc il faut savoir aussi qu'ils parlaient pas seulement le Furbish, ils étaient programmés dans la langue anglaise et dans la langue française pour, à partir d'un moment, commencer à dire des mots dans la langue soit française, soit anglais, ce qui était assez extraordinaire parce que les enfants avaient l'impression que cette petite créature apprenait d'eux-mêmes, donc des enfants qui leur parlaient et donc qui les éduquaient au final sur le langage. Donc ça a vraiment été un grand succès. Ça a été aussi un moment un objet d'une grande rareté vu que tout le monde se battait pour en avoir un. Les stocks étaient en rupture partout dans le monde. Donc voilà. Et au fil des années, il y a eu plusieurs versions du Furby, mais je pense qu'on peut quand même garder en tête la version originale qui a été celle qui a eu le plus de succès. Donc, on va dire que c'était un espèce de petit alien domestique à qui on pensait pouvoir apprendre des choses, ce qui n'est pas le cas parce que c'était vraiment programmé. Mais voilà. Mais il était quand même un peu flippant, hein, parce qu'il y avait quand même un truc. Moi, ma petite sœur, elle en avait un, et je me rappelle juste d'un truc qui était dégueu. Et je parle même pas du moment où les piles commençaient à être plates et qui devenaient sataniques. Je parle vraiment du moment film d'horreur où c'est le truc, il devient usé et tout, et du coup t'as son gros œil globuleux et t'as plus les poils autour, c'est dégueu. Non mais du coup t'as spoilé une de mes anecdotes sur le C'est sujet. vrai? Ben oui. Ah merde. Parce que j'allais parler des fameux Furbies hantés et Ah non mais attends, garde alors. Je la garde pour après. Ouais. C'est marrant. Moi, je trouve qu'il y a un côté Angry Birds, en fait, dans les Furby. Ah ouais, Ah ouais, c'est vrai. c'est Moi, quand je pense Furby, je vois le logo des Angry Birds. Ah ouais, ils sont vraiment Mais oui, en fait. vraiment flippants. Ouais. Mais il y a un procès qui va se jouer dès demain, enfin dès la sortie du podcast. Ben ouais, ben écoute, moi je trouve ça marrant parce que en plus c'est aussi un robot et moi franchement pour moi les robots c'est sacré, c'est un truc de fou. J'aime les robots, j'adore trop, mais pour plein de raisons. Et il y a, je pourrais en parler des heures de toutes les licences de robots etc. Mais il y a ben, on n'a pas des heures déjà, tout simplement. Du coup, on va pas faire ça. Mais non, ben, en fait, en gros, je vais parler en premier lieu de Transformers. Ah mais ça j'adore. Ouais, mais Ça me kiffe. Ouais. c'est assez stylé. En fait, c'est assez marrant parce que je préfère les jouets Transformers que la licence en tant que truc d'animation ou film Genre ou les machin. films. Ah ouais. Ouais, voilà. Même si, bon, je les ai vus parce qu'il y avait des robots dedans et du coup, c'est un argument suffisant pour moi. Ouais, moi, je trouve que la série avec Shia LaBeouf, je trouve que ça marche vraiment bien. Moi, le Ouais. premier, je le regarde vraiment souvent. Ouais, pareil. J'ai ouais. honte. Ouais, non, j'ai honte, mais Tu je dois le pas regarde avoir honte. vraiment souvent. Ici, c'est Si, Popologie. Écoute, il y a Shia LaBeouf dedans, donc parfois c'est un peu honteux d'avoir envie de le regarder aussi souvent, mais C'est le lui qui 1, te dit « Just do it !» Mais je suis d'accord, moi aussi, je les ai beaucoup regardés, je les ai beaucoup aimés, vraiment la série comme toi avec Shia LaBeouf. Mais parce qu'après, il y en a eu d'autres qui sont venus avec d'autres acteurs que j'aimais moins, mais c'est vrai que moi aussi, la série avec Shia LaBeouf, j'ai vraiment beaucoup aimé, je les ai beaucoup regardés. Moi, j'avais regardé, quand c'est ressorti sur Netflix, la nouvelle série qui était un genre de remake. Et j'avais tout regardé. Et puis, du coup, j'ai revu le film de 1986 aussi, celui qui était sorti au cinéma, qui est une pub géante de 1h20. Je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai vu. Ah Je ouais. ne pas. j'ai jamais vu, je vois pas ce que c'est. Je vais expliquer. Hein. Donc, Transformers, donc licence qui a été lancée en 1984 par Hasbro. Donc, en gros, hein, pour ceux qui connaissent pas, je sais pas qui, mais on sait jamais. Donc, c'est des robots qui sont capables de se transformer en divers objets.
Généralement, c'est des véhicules, mais il y a un objet en particulier que moi je kiffe, c'est le boombox, la radiocassette. Donc il y a Bumblebee. voilà le Transformers Blasters qui avait Soundwave qui était son ennemi chez les Decepticons, donc voilà, qui se transformait en radiocassette avec en plus la petite cassette qui était un genre de petit chien, panthère, tigre, je sais pas quoi. Ouais. Donc c'était trop stylé. Donc les Transformers, ça venait avec un dessin animé, et ce dessin animé, ça mettait en scène les deux factions principales, hein, donc Autobot, Decepticon, donc gentil versus méchant, mais avec plein de trucs, des sous-intrigues, etc. Parce que les méchants sont pas si méchants, en fait ils ont un petit peu raison, et les gentils sont peut-être trop gentils, et machin, enfin il y a tout ce truc-là. Et donc ça a aussi rendu la licence méga populaire, parce qu'en gros, chaque épisode, c'était une pub de 20 minutes, quoi. Et c'était dans les premiers à lancer ce genre de truc. Et puis après, une autre, c'est pas vraiment une licence, mais c'est une marque qui pour moi est sacrée en termes de robots. C'est tous les robots de Tommy. Je sais pas si Megan, toi t'as connu ça, c'est bien trouvé, c'est bien Tommy. C'est Tommy. Ah non, je connais pas du tout. Écoute, pour les vieilles personnes comme nous, en fait, avant t'avais des pubs de jouets et c'était ce jingle qui était la signature. Et en fait, ils avaient plein de jouets, dont des jeux comme Pic Pirate, machin, tout ça. Mais ils avaient aussi plein de jouets de robots différents, des jouets beaucoup plus premium, etc. Mais c'était quand même assez cher. Donc moi, je les ai jamais eus, mais j'ai toujours bavé dessus. Mais ce qui était surtout fou, c'est que ils avaient parmi les premiers jouets robots où tu pouvais interagir. Donc, ils avaient des yeux qui exprimaient des trucs. Ils étaient contents, fâchés, étonnés, machin. Et ils avaient des visages humains et c'était juste trop génial. Enfin, des visages humains. Des visages humains de robots, quoi. Donc, et puis, il y a le boss ultime de tous les boss des robots boss. C'est Goldorak. Et donc, Goldorak, en fait, c'est sorti à la fin des années 70. Il s'appelait Grandizer au Japon. Ça faisait partie d'un truc en 3 volets. Donc, tu avais Great Mazinger, Mazinger Z ou Mazinger, je sais plus. Donc, en gros, c'est issu d'un manga de Go Nagai, un mec qui faisait quand même des trucs assez dark en vérité. D'ailleurs, je vous conseille les popologues Devilman Crybaby, qui est vraiment un manga de fou. Et il y a le remake qui est sorti sur Netflix qui est juste incroyable. Donc, en gros, c'est une licence qui est arrivée chez nous début des années 80. Non, même pas, fin des années 70, en 78. Et puis, ça a été popularisé petit à petit. Donc, ça arrivait sur la RTBF et sur France 2, enfin Antenne 2 à l'époque. Enfin non, mais pas A2 à l'époque, je crois. Donc, T'es si vieux. Je suis un grand-père, en fait. Mégane, on va t'expliquer le monde d'avant. Ah bon? Le monde où on fumait dans les restos. Dans les classes. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, il y avait Dans des les bières à classes. l'école. T'as connu cette époque? Bah non, pas du tout. Ok, Des moi, j'ai fumeurs pas dans connu les cette classes. époque. Hein. Ah, mais est-ce que t'as toujours été La à bière de Bruxelles table. ou Non, mais il paraît qu'effectivement, il y avait de la bière de table. Moi, j'étais en Wallonie, il y avait de la 80. bière de table à la cantine. pas vrai. Je te jure. Et pour les enfants? Ouais, c'est Oui. bon pour Mais les os. allez. Donc, ouais. Et dans cette époque où il y avait de la bière de table, t'avais aussi des robots. Putain, mais je suis née à la mauvaise époque. Je voulais Et- ma bière de table à la cantine. Mais donc, ouais. Et en gros, comme toutes les licences, hein, t'avais Goldorak qui avait ses dérivés en jouets. Et là, t'avais, en fait, le Jumbo de Goldorak, qui est un Goldorak de 60 cm en plastique creux et qui jetait des missiles et tout. Il était vraiment méga stylé. Il y a eu plein de rééditions. C'est un truc qui se vend maintenant une fortune si t'as l'original, machin. Je l'ai encore jamais vu parfait en boîte, mais ça coûte une douille. Et ils ont fait une réédition qui coûtait aussi une douille, je crois que c'était 600 balles ou un truc comme ça, que j'ai failli acheter et puis que finalement Par les impulsion. 600 balles sont mon diète, t'as une maison à payer. Et puis il y avait aussi ceux qui étaient édités par Poppy, et en fait ces jouets-là, ils avaient une particularité, et je les ai eus quand j'étais petit et je regrette ma race de les avoir perdus. C'est en fait ils étaient en métal. Et donc, tu avais le vaisseau vraiment en métal avec des petits morceaux de plastique et tout. Et le robot qui était aussi moitié métal, moitié plastique, tu savais encastrer dedans. Comme tu peux voir sur les étagères, je me suis vengé de la vie, du coup j'ai racheté les trucs. Mais donc voilà. Et toi, Justin, dis-moi, c'était quoi ton jouet préféré quand tu étais petit?
Ouais, alors c'est une question difficile parce que vraiment j'ai passé ma vie avec des jouets dans les mains. Mais en fait, je pense que mon préféré, c'était Storm Shadow de G.I. Joe. Ah ouais. C'était un ninja blanc. Mhm. Et il avait une particularité, c'est que en fait en Belgique, je crois en Europe, on pouvait pas l'obtenir. Il fallait envoyer 5 preuves d'achat d'un autre G.I. Joe. Il fallait mettre dans une enveloppe, il fallait envoyer à Hasbro pour avoir Storm Shadow. Moi, j'avais pas des parents qui étaient du genre à couper des timbres à l'arrière d'une figurine et envoyer une enveloppe. Et donc Storm Shadow, c'était le Saint Graal, c'était impossible à obtenir, quoi. Et donc, j'ai beaucoup fantasmé sur ce truc. C'est la période années 80 où, en fait, on regarde tous les films de ninja, série B, American Warrior, White Ninja. Et je voyais donc à l'arrière des packaging de G.I. Joe ce ninja blanc. Et lui me faisait vraiment très, très fort fantasmer. Et un jour, probablement quelques années après sa sortie, je finis par en avoir un en main. Et c'est la folie, quoi. C'est vraiment la joie intense. Je me souviens très, très bien. Et là, il y a mon voisin Geoffrey qui débarque. Et lui, il a aussi Storm Shadow, mais je sais pas pourquoi, il l'a peint en noir avec un marqueur indélébile. Et donc, le Storm Shadow est collant. Il est un peu violet parce que quand tu mets de l'indélébile sur d'ABS blanc, en fait, ça vire un peu une drôle de couleur. Ouais. Et le mec, 2 ans plus vieux que moi, arrive à me convaincre que le noir est quand même plus cool. Et donc, je crois que j'ai eu Storm Shadow pendant 2 jours. Je lui ai donné mon Storm Shadow blanc. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Voilà, mon histoire de Storm Shadow. Comment il s'appelle? Il faut qu'on le retrouve. Geoffrey, j'ai son adresse. Geoffrey, si tu nous écoutes, pas se venger. Ouais, ça c'est vraiment le souvenir emblématique. Après, je me souviens très 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 bien d'avoir reçu mon premier G.I. Joe. C'était Flint. Et Flint, il incarnait le bon. Tu vois, le personnage. Bon, alors, c'était le bon, mais il avait quand même un bon riot gun qui était livré avec. C'est un Américain, attends. C'est ça. Comment t'amènes la paix, sinon? Mais c'était vraiment l'image de l'Amérique qui, faut le reconnaître, pour nous, occidentaux, dans les années 80, c'était un peu la coolitude absolue. Et donc, Flint, c'était vraiment genre, il dormait avec moi, quoi. Oh, quel beau souvenir. Mais ouais. Est-ce que c'est pas le moment de justement encore plus plonger dans nos souvenirs, Mégane? Tout à fait d'accord. Je sais que t'aimes bien ce jingle. J'adore ce jingle. J'allais le dire encore, je l'aime trop. Non, mais donc, là, c'est peut-être le moment de rentrer dans des trucs un petit peu moins techniques, un petit peu moins l'historique des jouets, etc. Et de toute façon, on va encore avoir un petit peu de petits détails croustillants par rapport à toutes ces licences juste après. Mais... Moi, je me retiens vraiment très fort. Hein. C'est pour ça que t'es tout rouge. Je suis sous pression, là. Non, mais donc, Mégane, ma question pour toi, c'est quoi le souvenir qui t'a marqué, qui est lié à une licence de jouet, et puis surtout, pourquoi en fait, pourquoi ce jouet-là, les gens qui vont avec cette histoire, etc. Mais du coup, c'est une anecdote. Moi, je la trouve très drôle. Peut-être qu'elle est un peu trash, mais moi, je la trouve très très drôle. Mon père la trouvera moins drôle, mais du coup, j'avais reçu mon premier Furbies. Donc, comme j'ai dit, moi, j'étais fan de peluches. C'était vraiment, j'en avais, mais oh là là, tout mon lit était rempli de peluches. Et donc, est arrivé un jour où j'ai reçu mon tout premier Furbies. Oh là là, j'étais aux anges parce qu'en plus j'adore les animaux. J'avais déjà 2 chiens, mais si j'avais pu avoir 10 chiens, 20 chats, toute une ferme, j'aurais été l'enfant la plus heureuse au monde. Et du coup, j'étais super contente d'avoir cette petite créature qui ressemblait fort à un animal de compagnie, vu que c'était une peluche qui réagissait au toucher, au son de la voix. Donc qui pouvait vraiment faire remplacer un animal de compagnie, et donc j'étais super contente d'avoir ce premier Furby. C'était vraiment, je le chérissais vraiment beaucoup. Et un soir on s'est fait carjacker. Il faut savoir que je me suis fait carjacker. Je me suis lancé dans une imitation nulle. Mais on a reconnu, c'est bien. Et donc mon père venait de recevoir sa nouvelle voiture. C'était une super belle Mercedes. Il était fou de cette voiture, et ça faisait peut-être 1 semaine qu'on l'avait. Et voilà, on s'est fait carjacker, mais à cet âge, genre
les cambrioleurs sont venus, ils ont mis des gaz dans la maison pour nous endormir. Ouais, c'est parce que les ninjas, c'était les ninjas. Ah ouais, c'est un truc de dingue. Ouais, un truc de dingue. Donc on l'a appris bien plus tard. Mais oui, effectivement, ils sont rentrés chez nous, ils ont mis des gaz dans la maison pour qu'on reste endormis. Et du coup, ils ont volé la voiture. Et mon Furby était dans la voiture. No way. Je te jure. Mais non. Si, mon Furby était resté dans la voiture. C'est triste que tu me racontes un truc méga trash chez nous, on réagit pas, mais le Furby était dans la voiture, là non. Oui, c'est parce que quand je me suis réveillée le matin et que mon père est devenu dingue parce que la voiture avait disparu, moi j'étais en pleurs parce que mon Furby était dans la voiture qui avait été volée. Normal. Et donc voilà, j'ai été Peut-être qu'ils dévastée. n'ont pas eu le choix, peut-être qu'en fait ils voulaient voler le Furby. Oui, c'est ça. C'est souvent ça. Ouais, c'est ça. C'est souvent à cause des jouets dans les voitures qu'on les vole. Exactement. De ouf. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'en faisant mes recherches pour le podcast, j'ai vu que ce fameux Furby que j'avais, qui était mon tout premier et qui a été volé avec le carjacking, c'est un Furby qui aujourd'hui vaut vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Donc voilà, j'espère qu'ils ont pris bien soin de mon petit Mais Furby. si tu l'avais encore, est-ce que tu l'aurais vendu? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Peut-être. En fait, mes peluches, par exemple, qui étaient super importantes pour moi, je les ai toutes vendues à des brocantes. Ça me faisait super mal au cœur, d'ailleurs, de les vendre. Mais le Furby, ouais, je crois que j'aurais vendu quand même. Je crois que j'aurais vendu. Tu l'aimais pas assez. Non, mais pardon, c'est vraiment un drôle de truc. En fait, il y a une période de notre vie où en fait, on veut totalement se détacher de ces trucs et où on a l'impression que c'est un passage obligé vers la vie adulte et que donc il faut un peu comme je sais pas le truc de la tétine. À un moment donné, les enfants doivent l'abandonner. Et moi, ça me parle ce que tu racontes parce que en fait, je sais que quand j'étais ado, je continuais à acheter des jouets, je continuais à jouer avec mes action figures. Et évidemment, je pouvais pas en parler à l'école, c'était la honte absolue. Mais en fait, je me demandais ce qui se passait dans mon cerveau. Pourquoi moi, je continuais. Etc. Et donc, j'ai fini par faire comme si ça m'intéressait plus. Et je crois qu'à 18 ou 19 ans, je suis allé m'acheter des Action Man, quoi. Ah ouais. Quand j'ai eu ma première bagnole, je suis allé au magasin de jouets pour me racheter des jouets. Et en fait, j'ai eu une pause de 2 ans et pendant laquelle j'ai probablement perdu beaucoup de mes jouets parce que je me suis dit, ouais, il faut s'en détacher, etc. Ça et les déménagements qui faisaient que ma mère donnait systématiquement mes jouets. Mais ouais, moi, il y a un drôle de truc où on nous, quelque part, c'est pas sain de continuer à jouer avec nos jouets ou de garder nos jouets. C'est une drôle de période. Non, c'est clair, c'est clair. Mais franchement, je vois trop ce truc-là aussi. Et moi, il y a des trucs, bon, il y a des trucs que j'ai vendus. Il y a des trucs, mon père, juste un moment, je me rappelle, mes frères et sœurs, quand ils vont entendre ce que je vais dire, ils vont être en boule dans un coin de leur maison. En train de chialer. Un jour, mon père, donc il y avait un voisin qui était albanais et c'est important. Enfin, le fait qu'il soit albanais n'est pas tellement important, c'est juste que comme on savait pas comment il s'appelait, on l'appelait Dick l'Albanais. Ça veut dire en arabe. En arabe, ça veut dire genre l'autre l'Albanais, tu vois. Donc voilà. Classe. Du coup, c'est pour ça que je dis l'Albanais parce que c'était Dick l'Albanais et il avait un fils qui s'appelait Ergus, je crois. Et quand ils sont venus en Belgique, ils avaient rien. Et mon père s'était dit qu'on était assez grand et qu'on n'avait plus besoin de nous jouer. Donc à un moment, il a juste filé tout, quoi. Putain, Classique. Je le dis, j'ai encore là. Je te jure. Donc voilà. Mais bon, bref, après, dans ces trucs-là, il y a des trucs, j'imagine, que j'ai rachetés ou quoi. Mais globalement, ça va. Mais il y a un truc, par exemple. En fait, j'aurais pu parler de ça, mais c'est un jouet en particulier qui était une peluche de singe. En fait, une marionnette de singe que j'ai toujours. Et c'est un truc que j'ai depuis que je suis tout petit. Tu peux me dire que ça coûte 100 000 €, je vais jamais le vendre. Ça, c'est sûr et certain, quoi. C'est impossible. Le truc, il est là-bas sur l'étagère. Et c'est mon premier souvenir de jeu, etc. Après, par rapport à un souvenir plus proche des robots, là, j'ai quand même aussi une bonne histoire. Et d'ailleurs, ce truc-là, c'est juste fou. Je vous explique. Alors, donc, je suis musulman. Donc, on a circoncision, tout ça. Donc, bon. On va vite passer sur ce truc parce que j'ai pas envie de parler 1000 ans de circoncision. Moi non plus, je crois. En gros. C'est pas le thème. Non, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Mais en gros, le truc, c'est que généralement, quand tu as ta circoncision, tu reçois des petits cadeaux, des machins et tout.
Et j'ai reçu à ce moment-là un robot. Un robot qui était dans une boîte noire avec des bordures dorées, etc. Le robot, il était noir avec une visière rouge. Il avait une épée, je crois, dans un bras et un flingue dans l'autre. Il faisait de la lumière, machin et tout. Mon frère avait eu le même. Et du coup, il y a cette photo qui existe, mais je sais pas où, et je l'ai cherchée partout. Et ma mère, à chaque fois, me dit, oui, oui, elle existe, mais je vais la retrouver. Et je sais que, voilà. Et en fait, en gros, il y a ce robot dessus et tout. Je l'ai eu, j'ai joué avec, etc. Et puis, au fur et à mesure des années, ben, il s'est cassé. Et Dick l'Albanais est sûrement en train de jouer avec quelque part. Il a revendu sur eBay pour une fortune. C'est ça. Et c'est un truc où c'est même pas une licence, en fait, ce jouet. Hein. C'est un robot, quoi. Et en fait, donc à chaque fois qu'il y a un truc brocante ou magasin de jouets vintage ou des trucs comme ça, à chaque fois je me dis tiens, je me demande s'il n'y a pas ce robot quoi. Et puis parfois ça me prend des petites zines comme ça et je commence à chercher et machin et tout. Et là, grâce justement au robot, donc à ChatGPT, en fait il y a plein de trucs que je cherchais où je connaissais pas la marque, où je connaissais pas la licence et tout, que j'ai commencé à chercher avec ChatGPT. Et du coup j'ai retrouvé ce robot. Mais va le retrouver dans un magasin. Et là, il y a quelques semaines, je me promenais à rue de Flandre et il y a un nouveau magasin, un pop-up store qui s'appelle Stuff. Et à un moment, je rentre et je vois ce putain de robot sur une étagère. J'ai des frissons. Ouais, de ouf. Mais je te jure, putain. Et là, je me dis, mais je l'achète ou je l'achète pas? C'est lui ou c'est pas lui, tu vois? Et donc, je prends en photo, je rentre à la maison. Et déjà, même là, je me dis, à nouveau, je suis stupide, j'aurais dû juste le prendre au prix. Enfin, ça coûtait que dalle, quoi, tu vois. Ça coûtait que dalle et tu l'as pas pris. Ça coûtait que dalle et je l'ai pas pris parce que dans le doute, je me suis dit, mais attends, parce que j'étais toujours pas sûr, parce que pour moi, c'était trop fou. Donc, du coup, j'envoie la photo à mon frère, je dis, c'est celui-là qu'on avait quand on était petit. Et il me dit, ouais. Et je dis, putain, quoi. Donc, je renvoie un message au gars du magasin. Heureusement, j'avais pris sa carte et tout. Et donc, il me dit, ouais, ok, je le laisse de côté, machin. Et ce petit robot, je vais mettre la photo sur Insta. Hein, il est là-bas, c'est celui avec le gros rond rouge dans le bide. Donc, dans l'étagère des robots Mégane. C'est incroyable. Et donc, voilà. Et donc, j'ai retrouvé ma quête ultime du robot de quand j'étais petit, quoi. Donc, voilà. Je peux m'inventer une autre quête ultime qui pourrait de l'avoir en boîte, machin, mais j'en ai rien à foutre. Je veux juste qu'il soit là avec ses autres potes robots. Et voilà, quoi. Si je peux me permettre, j'ai une petite anecdote vraiment très très proche de celle-là. Donc, exactement la même quête. Je me souviens d'un jouet que j'ai vu à l'Innovation de Charleroi au 4e étage en 1986 avec mon père. Et je dis, c'est ça que je veux. Il est dans une vitrine, il est magnifique, c'est un énorme vaisseau. Mais c'est pas un truc connu, c'est pas une licence. Donc, je le vois jamais, en tant qu'adulte, je le vois jamais ressortir. Et vraiment, je le cherche. Et j'ai une image assez floue, en fait, de ce que c'est. Mais je me souviens très, très bien de l'unboxing, de où je l'ai reçu, etc. Et puis, donc, je le cherche. Et en fait, dernièrement, sur Vinted, parce que je cherche beaucoup de jouets sur Vinted, il est réapparu. Et il n'était pas en boîte. Moi, j'aime bien quand c'est en boîte et tout, mais je le regarde. Et en fait, il s'est vraiment passé un drôle de truc. C'était la fin de la quête, quoi. Ouais. Et en fait, je ne l'ai pas acheté. Je ne l'ai pas acheté parce que je me suis dit, si je l'achète maintenant, celui-là qui n'est pas... en fait, après, qu'est-ce que tu cherches, c'est ça. Et en fait, je crois que ça m'a fait bizarre de le retrouver parce que déjà, il ne ressemblait pas à ce que j'imaginais à 100%. Il m'a fallu un peu de temps pour me dire, est-ce que c'est bien ça et tout. Mais voilà, donc moi, je n'ai pas encore franchi le pas de l'avoir dans la vitrine comme ça, mais en regardant le tien, ça donne envie quand même. On se dit, il faut finir la quête. Hein, parce que on sait jamais, tu vois. Parce qu'imagine, après, tu le retrouves plus jamais. Ouais, mais tu vois, moi, je me souviens quand j'ai commencé à chercher des jouets sur eBay au début des années 2000 pour racheter tous ceux que j'avais perdus ou qu'on avait donnés. Je passais peut-être 6 heures par soir à chercher des trucs. En fait, je n'achetais jamais. En fait, je crois que c'était tellement aussi le plaisir de... je sais pas, de hunting, de les regarder. Ah non, mais clairement. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est comme, tu vois, j'avais une période, un peu moins maintenant, mais où j'allais souvent dans les brocantes et parfois je trouvais le truc que je voulais. Franchement, j'avais les moyens de me l'acheter si j'avais envie, mais c'est pas comme ça. C'est pas, je veux le côté fouiller, machin, d'avoir... En fait, il y a tout le truc de, je veux l'avoir comme je l'aurais mérité quand j'étais petit, quoi.
Tu vois, c'est pas Mais juste... à fond, je comprends. C'est une quête, quoi, c'est excitant. Ouais, en fait, c'est trop... Je veux pas que ce soit le Naïm adulte qui achète le truc. Je veux que ce soit le Naïm enfant qui avait sa thune de quand il était enfant qui se rachète le truc, tu vois. Sinon, c'est trop easy, quoi. Oh, je me doute. Ouais, en fait, moi, je pense qu'on court après un sentiment qui est impossible à obtenir. Moi, je me suis rendu compte que ma quête de rachat de jouets des années 80 et des années 90, elle était vaine, en fait. J'arriverai jamais... D'ailleurs, quand je reçois l'objet, ça m'arrivait vraiment très, très souvent de même pas le sortir de sa boîte, et je parle ici de la boîte de carton dans laquelle il y a la boîte. De même pas... Je sais que je l'ai. Il est là, il est dans ma maison, donc quelque part, il va pas m'échapper, mais je vais même pas aller le regarder. C'est un drôle de... Ouais, mais je vois très très bien. Moi, c'est depuis que j'ai ce studio que ce truc-là a changé, où, en fait, là, au milieu, j'ai une collection de jouets, mais qui sont les jouets qui comptent pour moi ou qui représentent un truc pour moi. Et puis après, il y a tous les trucs des robots et tout. Et effectivement, en fait, il y a plein de jouets qui sont dans leur boîte, mais ceux-là, c'est un peu ceux que je me dis, c'est plus des jouets pratiques parce que j'ai envie de faire des photos avec, des trucs comme ça, et je trouve que c'est marrant. Mais voilà, mais c'est pas des trucs qui m'ont spécialement marqué quand j'étais petit, et ils peuvent rester dans leur boîte et sortir quand j'en ai besoin, quoi. Mais les autres, je veux les voir, je veux qu'ils me donnent leur bonheur, là. Ouais, je comprends. Alors, mais Justin, en fait, nous, on a raconté nos petites histoires, et toi? Bon, alors, j'ai dû faire un petit effort pour en sélectionner un, mais en fait, ça tourne très très fort autour de Mask. Donc, Mask, c'est un dessin animé qui sort dans les années autour de 85-86 sur le Club Dorothée. Je pense qu'on regarde ça là. Et il y a un générique. Enfin, le truc de Mask, c'est des gens qui ont des boulots à peu près normaux et qui, lorsqu'ils sont appelés sur une mission, leur véhicule se transforme en engin de guerre. Enfin, de guerre, genre... moi, ce qui me rendait complètement marteau, c'était la moto qui devenait une espèce de petit hélicoptère. C'était Condor. Et c'était Brad Turner qui avait une combinaison jaune et un casque jaune qui conduisait ça. Dans le générique, on le voit que quelques secondes comme ça, la transformation de la moto vers l'hélicoptère. Et je me vois dans le salon, chez mes parents, dans le canapé en cuir, à côté de mon frère. Je dis, mais ça, le jour où ça sort en jouet, mais c'est vraiment, ça, c'est la folie, quoi. Et bon, à cette époque-là, je sais pas, 6 mois, c'est 6 ans de vie, quoi. T'as l'impression que 6 mois, c'est une éternité. Et donc, je me souviens, entre le moment où vraiment je vais avoir Condor entre les mains, il y a un truc qui se passe. Il y a mon frère qui me dit, ouah, il y a Thibaut Limage, un pote, mais je me souviens de son nom uniquement par rapport à ça, qui a reçu de son nom, qui revient des États-Unis, une voiture rouge qui est tellement détaillée qu'il y a des ceintures de sécurité et on peut mettre les ceintures de sécurité sur les personnages. Et là, je crée dans ma tête un univers de malade. Je me dis, mais ce truc... Et en fait, on parle de Masque. Je le sais pas. Je sais pas que c'est le jouet Masque, mais il me parle de Masque. J'ai fait le lien un peu plus tard. Soit quelques mois plus tard, ce qui me paraît être des années, je suis à la mer du Nord avec ma grand-mère. À Coxide, je suis en train de marcher, j'ai ma main dans sa main, donc je dois avoir 6 ans. Et là, sur la gauche, sur la place de Coxide, à l'extérieur du magasin de jouets dans lequel je passais ma vie, il y a un monticule de Masques. Et au pied, même le sol, il y a 5 ou 6 Condors. La boîte, c'est une folie, elle est rouge, le véhicule est magnifique, les photos sont trop belles. Et vraiment, je me souviens, là, je le dis, là, je me fous les poils. Et donc, je dis à ma grand-mère, mais c'est ça, c'est ce truc que je veux absolument, c'est vraiment génial. Je sais pas ce que ça coûte à l'époque, c'est pas un jouet entrée de gamme, donc, mais ma grand-mère me l'achète. Et je vous jure que c'est vrai, pendant des années, quand je repassais par Coxide, ou tout près, je faisais le détour pour regarder l'angle dans lequel j'ai pour la première fois découvert ce packaging, jusqu'à ce que cette place change tellement d'un point de vue urbanistique que je puisse plus rien reconnaître. Et donc, voilà, il y a plus cette émotion-là. Mais voilà, ça c'est vraiment très très intense comme souvenir. Ça, c'est une belle petite histoire. Oh, cheesy. C'est un beau souvenir. Que c'est beau tout ça, que c'est beau tout ça. Mais on va revenir avec des trucs un petit peu plus terre à terre parce que il y a des popologues avec des cœurs qui ont été très touchés, mais aussi des popologues qui ont envie de remplir leur cerveau avec plein d'infos intéressantes. Et donc oui,
En fait, il y a plein de trucs qui sont assez intéressants par rapport aux jouets de robots et aux jouets en général, hein. Donc, simplement le fait que les jouets de robots, c'est un truc qui encourage l'imagination. On va me dire, OK, tous les jouets, mais il y a un truc très spécifique avec les jouets de robots. Et du coup, moi, quand j'ai un petit peu fait mes recherches par rapport à ça, je me suis dit, putain, mais c'est quand même évident, en fait. C'est normal. Enfin, je pense vraiment que c'est pour ça que je kiffe ça aussi, quoi. Déjà, le premier truc, c'est que les robots, il y a une notion de contrôle sur quelque chose. Donc, en gros, tu as un genre d'objet qui vit, qui bouge, qui fait des trucs, et c'est toi qui le contrôle. Et en tant qu'enfant, c'est fascinant, là, d'être dans un monde où, en fait, tout le monde te dit ce que tu dois faire ou pas faire, et t'as des profs, et t'as tes parents, etc. Là, tu te retrouves, en fait, dans un truc où c'est toi qui as le contrôle sur quelque chose, et tu lui dis ce qu'il doit faire, comment il doit obéir, etc. Bon, ça, c'est dans le cadre des jouets qui sont interactifs. Puis, il y a aussi un truc un peu magique, c'est-à-dire que t'es là, t'es avec un robot que t'as vu à la télé, on va prendre R2D2, tu vois. Et en fait, le robot que tu as vu à la télé, tu l'as après dans tes mains. Mais pas, tu l'as genre, c'est une représentation, tu l'as vraiment. C'est le vrai robot, quoi. Ah ouais, j'avais jamais pensé à ça, ouais, c'est clair. Et t'as pas ça avec autre chose. Je veux dire, même si tu vois, par exemple, les Tortues Ninja à la télé, ce que tu as dans tes mains, c'est un jouet de Tortue Ninja. Il ressemble au jouet, mais il n'y a pas les traits de contour, etc. Tu vois, pareil avec Musclor, etc. Et un jouet de robot, c'est différent. Tu as le robot. T'as pas une représentation du truc. Encore mieux s'il est en échelle 1-1. Donc là, ouais, mais c'est ouf quand BB-8 de Star Wars est sorti, où en fait tu pouvais le contrôler. En fait, tu avais vraiment BB-8. C'est pas comme si tu avais une réplique. Ouais, quand il y avait BB-8, j'ai voulu l'acheter pour ça, tu vois. Mais j'étais déçu de voir les interactions qu'il faisait. Du coup, je dis, ouais, non, laisse tomber. Pas assez robot pour moi. Donc, ouais. Donc, ça, c'est aussi un truc qui fait que tu as un aspect assez magique. Et pour les enfants, c'est assez fascinant. Et je crois même en tant qu'adulte, hein. Et aussi, autre chose avec les robots, c'est que, donc, entre les robots interactifs, les robots que tu achètes qui sont déjà tout faits, il y a aussi toute cette notion de robots que tu peux créer. Donc, tu avais aussi tous les trucs avec les jouets de construction, etc., de robots que tu peux faire toi-même. Et donc, là aussi, tu as tout un aspect méga fascinant de t'as pondu un truc, quoi. T'as pondu un truc qui devient concret avec tes petites mains. Et quand tu construis une maison avec des Legos, tu construis le présent. Quand tu construis un robot avec tes mains, tu construis un truc qui vient du futur, quoi, entre guillemets, tu vois. C'est un truc de fiction. C'est pas un truc, tu sors pas dans la rue et t'as des robots, quoi. Et ça, c'est aussi fou, je trouve, tu vois, avec les robots. Et donc, ouais. Et puis après, en fait, il y a un truc avec les robots, contrairement à plein d'autres licences, c'est que c'est pas juste un effet de mode, c'est quelque chose qui reste sur la longueur, parce que le principe même d'un robot, c'est d'innover. Donc, tu avances tout le temps. Tu es toujours en train de chercher comment tu vas le faire mieux. Et du coup, il y a aussi ce truc que c'est le seul truc qui va pouvoir t'accompagner tout le temps. Ce qui est fou, c'est que c'est même le cas pour des robots de licence, quoi. Tu vois, si tu prends, par exemple, Gundam, une licence japonaise avec des robots géants et tout, en fait, les robots évoluent technologiquement, quoi, avec l'époque. Donc, et ça, je trouve ça aussi assez dingue. Et puis, en fait, je trouve qu'il y a aussi un truc assez fascinant dans le fait que c'est un truc qui naît de la curiosité, de la fascination, de l'ambition que tu as, tu vois, de en fait toujours aller de l'avant et tout. Et je trouve que ça, c'est assez fou avec les robots. Et en plus, il y a un autre détail, j'avais même pas pensé à ça, tu vois, c'est que un robot, ça reste quelque chose où, en tant qu'enfant, tu peux te projeter quand il est héroïque et tu peux prendre ta distance quand ça va pas, tu vois. Je m'explique, c'est que si je prends Goldorak, quand Goldorak il déglingue tout le monde avec des fulgures au poing, t'es là, tu dis ouais, ça c'est comme moi, trop badass, nanana, et machin. Et en plus, tu vois, t'as un truc de, en fait, c'est easy. Je me pose dedans, je suis assis dans mon petit siège et je le contrôle et il fait des trucs comme mon père quand il roule en voiture, quoi, tu vois. Donc c'est accessible. Et quand il se fait défoncer la gueule, en fait, t'es là, tu dis non, mais ça, c'est le robot qui se fait défoncer, on va le réparer. Et donc, c'est assez rassurant, en fait, tu vois. Donc, il va jamais crever parce qu'au final, tu le répares et c'est réglé, quoi. Mais bon, malgré tout, ça, c'est dingue parce que les robots, ils arrivent à générer une empathie de dingue.
t'as des robots plus ou moins humains qui font ça. Moi, le robot qui me fascine le plus en termes d'empathie, c'est le géant de fer, donc Iron Giant. Ah, c'est marrant, j'allais Mais dire oui. ça, ouais. My God, ce robot-là, c'est le robot de la chialade, quoi. Enfin, quoique le robot de Wild Robot, Oui. c'est un très très bon concurrent, mais voilà quoi. Mais je suis dégoûtée parce que le géant de fer, du coup, c'était Marocco. Mais tu peux T'as le spoilé dire, Marocco. Mais tu vas juste plus- droppé. C'était Marocco, tu m'as spoilé de ouf. Mais Non, bon. non, Plus mais rien à ça- dire aujourd'hui, c'est vraiment tout spoilé. Non, les gens, j'ai juste dit un nom, ils savent pas, tu vois. C'est comme si j'avais Oui. dit, c'est Marc. Ils savent pas qui est Marc. Marc. Toi, Justin, est-ce que les robots, c'est un truc qui te parle ou est-ce que c'est une... Voilà, c'est un monde et il est chouette et point. Non, mais alors, en fait, j'en ai pas eu des Transformers. J'ai eu très très peu. Mon cousin, Kevin, il avait des Transformers et je crois que moi j'étais trop sur des licences. En fait, moi j'étais sur des jouets qui étaient super articulés. Mmh. Et ceux avec lesquels je jouais, c'était ceux qui étaient super articulés. Alors, les robots, c'est articulé, mais attention, je vais venir avec un concept. Mmh. En fait, c'est pas organique. Donc moi j'ai compris avec les années, et c'est aussi pour ça que j'ai bossé sur une figurine, c'était que ce que je recherchais dans une figurine, c'est qu'elle ait des mouvements qui semblent ceux d'un être humain. Mmh. Et donc le test, c'est quand tu lances ta figurine dans les escaliers, ce que j'ai fait toute ma vie, c'était de voir comment elle rebondit. Ouais. Et en fait, si elle rebondit comme un bâton, bah, c'est pas un être humain, c'est Ouais, pas vivant. Ça marche pas. Et si ça voilà, je sais pas, se secoue dans tous les sens, comme un G.I. Joe, parce qu'il y a un joint torique au milieu d'un G.I. Joe qui fait qu'en fait, il a le bassin qui est hyper souple. Et lui, il va bouger dans tous les sens. Et là, moi, je me dis, ça, quand je suis pas là, ça vit. Ouais. Ça sort de son tiroir, donc je ne vais pas fermer le tiroir parce que sinon ils savent pas sortir, Ouais. machin. Et je pense que j'avais pas ça avec les robots. Et j'étais fasciné par le côté ingénierie des robots, etc. Mais en fait, une fois que je l'avais en main, je crois que j'arrivais pas à créer l'univers que je créais quand j'avais mes trucs Ouais. super articulés. Et toi, Mégane, du coup, les Furby, c'est aussi un robot. Oui, bah oui. Mais par contre, est-ce que tu as des trucs que tu as remarqués, en particulier avec les Furby parce que j'ai lu plein de trucs dessus, plein d'histoires, de Il y a- trucs marrants. Il y a plein Et même- d'anecdotes. sur les Furbies, c'est un truc L'impact de aussi fou. sur les enfants, comment ils sont devenus tous très gentils parce qu'ils avaient des Furby. De ouf. Mais d'abord, je vais commencer par les anecdotes parce qu'il y a des anecdotes de dingue sur les Furby. Donc, d'abord, il y a la suspicion d'espionnage. Il faut savoir que les Furbies ont été interdits à la NASA et dans pas mal de bases militaires parce que c'était quelque chose de très nouveau à l'époque et tout le monde pensait que le Furby pouvait écouter et enregistrer des choses. Et du coup, la NASA a interdit les Furbies dans leurs bureaux, dans les bases militaires, parce qu'ils avaient peur qu'ils enregistrent toutes les conversations secrètes donc au sein de la NASA ou dans les bases et que ce soit un objet d'espionnage quoi. Donc c'est vraiment c'est très drôle. Donc il y a vraiment eu un arrêté je pense en 99 par la NASA et les employés c'était interdit qu'ils amènent un Furby au bureau. Donc ça c'est assez drôle. Ouais, ça me fait marrer parce que j'imagine des employés de la NASA arriver avec un Furby sous le bras Ouais, c'est ça. et les mettre sur leur bureau pour aller bosser. Enfin, Oui, c'est ça. C'est très drôle, mais ça a vraiment été une communication interne à la NASA. Donc, les employés étaient interdits de Furby. Après, il y a eu aussi une super drôle anecdote. Et en fait, moi, je connaissais pas du tout ça. Donc, c'est le Y2K. Je sais pas si vous, ça vous dit quelque chose. Et donc, donc, en fait, le Y2K, c'est quoi? C'est que à la fin des années 90, les gens ont commencé à plaisanter sur le fait que donc les ordinateurs de base Le bug de l'an 2000. Ouais, voilà c'est ça. le bug de l'an 2000 ouais sorry je suis American I'm an American So, Yeah, right. Y2K. Donc le bug de l'an 2000 c'était quoi? C'était le problème que quand l'année allait passer de 99 à 2000, vu que les années sur les ordinateurs étaient marquées avec seulement 2 chiffres, donc 99, si on passait en 2000 ça allait passer à 00, mais alors c'est comme si on passait en 1900 et que du coup c'était vraiment un bug hyper ça a créé un stress mondial sur le fait que ça allait peut-être faire même bugger les avions donc les ordinateurs les banques qui allaient même supprimer donc des comptes etc. par rapport à ce changement d'année et du coup avec ce bug de l'an 2000 il y a eu aussi le bug du Furby donc tout le monde avait peur.
que le Furby ne fonctionne plus une fois passé en l'an 2000. Et aussi le fait qu'il allait commencer à partir en cacahuète, parler de nouveaux langages, etc. Donc le Furby était vraiment considéré comme quelque chose de dingue, quoi. Donc vraiment un truc qui nous dépassait tous et qui était voilà, un peu comme nous avec l'IA aujourd'hui. On se dit mais où ça va nous mener? Ça va devenir un truc, on va avoir des robots dans quelques années qui vont prendre le contrôle de la Terre. Non, c'est moi qui les contrôlerai tous. Et du coup, il y a eu ce truc-là avec les Furby qui allaient devenir complètement peut-être même pouvoir prendre le contrôle En de même la temps, Terre. ouais, t'imagines, t'as un gars, un militaire qui travaille avec la NASA, avec une armée de Furby. Mais sauf qu'il y a un truc, c'est les Furby, ils marchent pas en fait. Les Furby. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Mais donc, Ça marche pas du tout. Je pense qu'ils avaient des toutes petites ailes. Peut-être ça pouvait Oui, les aider à se déplacer. Non, je me souviens, des petites pattes, mais bon, voilà, enfin. Ça n'avait pas marché. Oui, je pense pas que ça peut les aider à marcher. Mais voilà. Et aussi, l'anecdote de tout à l'heure, quand tu parlais des piles. Donc, il y a eu cette fameuse histoire des Furbies hantés. Donc, c'est le fait que même si le Furby n'avait pas de piles, ça faisait des années qu'il restait dans un placard, à un moment il se réveillait et il commençait à refonctionner pendant un moment. Oh my lord. C'est hyper Maman. mais oui, et en plus surtout que vu que c'était un bug, il parlait avec une voix super grave et hyper genre destroy. Donc mais non, t'imagines au milieu de la nuit. Mais oui, c'est ça. Donc des gens se réveillaient en plein milieu de la nuit avec des sons de Furbies avec une voix hyper c'est n'importe quoi. Donc il y avait cette fameuse légende urbaine du Furby hanté. Et voilà. Après, il faut savoir que fatalement, c'était vraiment qu'une légende urbaine. Il y avait 3 raisons en fait qui faisaient que le Furby pouvait se réveiller comme ça sans pile ou sans qu'on le fasse fonctionner. Il y a d'abord ce qui s'appelle le condensateur fantôme. Donc c'est certains composants électroniques à l'intérieur des Furbies, notamment des condensateurs qui peuvent accumuler et relâcher de l'électricité résiduelle. Enfin, je vais pas commencer à faire tout un Travaille-toi à la NASA en fait. de ouf. Donc c'était vraiment juste un bug électrique, quoi. Après, il y avait aussi le fait que le Furbies avait des capteurs hypersensibles. Faut savoir que par exemple les Furbies pouvaient communiquer entre eux. Donc il y avait un système infrarouge dans le Furby qui faisait que dès que 2 Furbies étaient ensemble, ils pouvaient communiquer en Furbish entre eux. Donc finalement c'était quand même une sacrée technologie, quoi. Et oui, de ouf, franchement. Moi ça m'a impressionné. Tous les trucs que j'ai appris là, j'étais là waouh quand même. Et aussi souvent les piles usées faisaient que du coup il y avait pas assez d'énergie pour le Furby pour qu'il fonctionne bien, et c'est de là que venait cette petite voix démoniaque où le Furby partait complètement en cacahuète. Bah bon, après, elle n'était pas obligée de dire je vais tous vous tuer. Non, heureusement personne n'a jamais entendu ça. Donc voilà, mais les gens ont eu très peur fatalement de cette petite voix terrifiante, surtout en plein milieu de la nuit. Je me doute que ça devait pas, voilà, moi j'aurais flippé aussi. Here we go! Merci Mégane pour toutes ces infos. Avec grand plaisir. Mais je suis sûr que tu en auras encore d'autres après, non? Oui, j'en ai encore. J'ai hâte de découvrir tout ça. Mais en fait, c'est assez marrant parce que, bon, voilà, là, on s'est focalisé sur des jouets en particulier, ce que ça apportait, mais il y a quand même un truc assez universel sur les jouets. Je pense même, mais ça c'est ma croyance perso, j'ai pas d'études qui prouvent ça, c'est que je crois qu'en fonction des jouets avec lesquels tu as grandi, tu grandis autrement, ou peut-être que tu grandis avec les jouets qui te vont le mieux, je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, il y a des études, par contre, qui montrent que, évidemment, les jouets, c'est un truc qui va stimuler la créativité, qui va t'aider, par exemple, à résoudre mieux des problèmes et des machins, parce que t'as tout un aspect jeu de rôle avec les jouets, quoi. Et tu sais, tu crées des situations que tu dois résoudre, que tu n'aurais pas dans la vraie vie. Et donc, du coup, tu te projettes dans un truc où tu es en train de résoudre un problème qui pourrait potentiellement se passer à une moindre échelle ou une plus grande échelle. Tout dépend de ta vie. Et je crois qu'en tant qu'enfant, ça, c'est assez intéressant. Enfin, je crois. Ça, c'est un truc qui a été vu et prouvé et démontré. Après, il y a aussi un truc, en particulier avec les jouets
qui simule des émotions, c'est que, en fait, ça va aussi développer tout ce qui est compréhension émotionnelle, empathie, etc. Et je crois que sur ça, Megan, t'as un truc, non? Ouais, mais j'ai un truc vraiment, c'est vraiment chouette comme c'est nouveau une anecdote, mais on va dire théorique parce que c'est quand même une étude qui a été faite par le MIT, donc c'était pas là pour déconner quoi. Et du coup le MIT a étudié les Furbies, donc c'est parce que c'était vraiment un des premiers jouets robots ou qui avaient des interactions, donc qui réagissaient au toucher, qui réagissaient au son de la voix, qui pouvaient aussi communiquer entre eux. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, les deux Furbies avec un système infrarouge pouvaient communiquer entre eux sans manipulation de l'homme. Et donc voilà, ils ont fait une recherche en se posant une question assez simple, mais qui a quand même fait l'objet d'une grosse recherche et d'une expérience. Donc, c'est pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les Furbies sont vivants? Donc, après tout, c'est qu'un jouet. Donc, pourquoi les enfants, même parfois des adultes, traitaient en tout cas le Furbies comme si c'était un être vivant? Donc, ils ont fait une expérience géniale. C'est vraiment chouette. Ils ont donné un Furby, une poupée classique et un hamster vivant à des participants qui avaient des enfants et des adultes. Et quand on demandait aux gens de malmener le Furby, donc par exemple le secouer, les gens se sentaient mal à l'aise, donc ils voulaient pas le faire. Donc c'est assez drôle. Donc et ils avaient moins de problèmes à malmener la poupée, donc la poupée qui est pas robotique, qui est complètement statique, par rapport au Furby. Donc c'est assez fou parce que le Furby, il n'a pas de conscience ni d'émotion. Enfin c'est une peluche robot, mais son comportement a tellement été bien conçu, donc le fait du toucher, du son, etc., qu'on ne peut s'empêcher de le traiter comme un être vivant. Et donc, le MIT s'est aussi penché sur la relation entre les enfants et les Furbies. Et ce qu'ils ont découvert, c'est aussi hyper intéressant. Donc, comme tu as dit, les enfants qui ont eu comme jouet des Furbies ont beaucoup plus d'empathie. En fait, les enfants ont vraiment traité le Furby comme un animal de compagnie, comme un ami même, comme un compagnon à qui ils expliquaient leurs histoires, leurs journées, qu'ils essayaient même de consoler parce que le Furby avait la capacité entre guillemets de pleurer, et donc quand le Furby pleurait, les enfants le prenaient vraiment mais comme un bébé, en fait, un animal, et le consolaient, etc. Donc c'est vraiment un chouette postulat, et le MIT a du coup vraiment étudié les relations entre les humains et les robots en partant du Furbies, quoi. Donc c'est assez chouette comme anecdote. Oui, c'est vraiment énorme. Pardon. Et en fait, ça me fait penser à l'évolution du chien et du loup. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc, mais en fait, il y a une grande différence entre le loup et le chien, c'est que le chien a développé les sourcils. Et donc, en fait, et pas le loup. Et en fait, pour rentrer en empathie avec les humains, le chien, vous savez, il a des expressions faciales. Ouais, tout à fait. Et en fait, c'est ce qui participe à notre connexion avec cet animal. C'est qu'en fait, il mimique nos expressions. Et donc, on rentre totalement en empathie avec lui. Et en fait, le Furby, il avait des sourcils qui savaient lever. Il avait des paupières qui se fermaient. Tout à fait. Et voilà, je veux pas faire le boulot du MIT ici, mais j'ai l'impression qu'ils sont passés à côté d'un truc. Ah non, mais c'est une dinguerie. J'adore. Ben oui, en plus, si t'as vu aussi avec les chiens. Mais oui, parce que double combo. Je suis une dog mom, hein. J'ai mon chien Colette, à qui je fais une petite dédicace d'ailleurs, je l'aime d'amour. Et du coup, je suis vraiment fan d'animaux, j'adore les chiens, et c'est une anecdote que je savais vraiment pas, mais hyper intéressant. Bon, je suis moi-même un papa de caramel que je salue si tu nous écoutes. On adore. Et Justin, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que les jouets, ça a influencé la manière dont tu as grandi? Est-ce que ça a influencé qui t'es devenu? Et même en général, est-ce que tu penses qu'un enfant qui va grandir avec tel ou tel jouet, ou même toi-même, est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose sur la façon dont tu vois le monde, quoi? Alors, merci pour cette question. Est-ce que j'ai 1 heure et demie pour répondre? Donc, en fait, c'est marrant. Je ne sais pas si ça définit qui on va devenir, ou si les trucs avec lesquels on joue quand on est gamin montrent déjà qui on va devenir. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Et donc, effectivement, moi, je me souviens, j'étais à l'école en primaire, pareil, là où une demi-journée semblait 6 ans.
et où, je sais pas, dès que j'arrive à l'école, ce que je me disais, c'est ah oui, ce soir quand je vais rentrer, je vais mettre mes G.I. Joe sur les marches de la maison et je vais faire un combat façon Chevalier du Zodiaque, c'est-à-dire où, je sais pas, Double Dragon, les jeux de plateforme et tout. À chaque fois que je monte d'un étage, j'ai un boss qui est de plus en plus important. Ouais. Donc je rentrais chez moi, j'installais les bonhommes les plus badass le plus haut et je commençais d'en bas avec mon personnage. Et en fait, je pouvais pas jouer avec d'autres personnes. Parce que quand j'avais un pote qui arrivait, qui disait ouais, et maintenant on disait que, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, ça me rendait dingo parce que je dis non, il y a pas de pas le scénario, quoi. Il y a pas de on disait que, on joue de façon naturelle, tu vois, on fait comme si on devait pas raconter l'histoire, on improvise quoi. Et là vraiment les gamins qui voulaient jouer avec moi en général comprenaient pas ce que je voulais dire. Pire, il faisait faire des bonds d'1 mètre à un G.I. Joe. Or, un G.I. Joe, il n'a pas de pouvoirs spéciaux. Tu vois, il peut a priori sauter de 10 cm et c'est à peu près son max. Ou alors, là, sacrilège ultime, il mélangeait les échelles des personnages. Et là, vraiment, tu m'avais perdu. Et donc, c'est marrant. Je crois que ça disait un truc particulier déjà sur moi, sur peut-être pas ma personnalité, mais en fait, 40 ans plus tard, j'ai un diagnostic d'autisme, je suis Asperger. Et je me souviens, ma mère disait « Ah, mais Justin, c'est très facile au restaurant, tu donnes un bic ou un bonhomme et tu l'entends pas de la soirée. Mais quel enfant t'entend pas de la soirée au restaurant juste parce qu'il a un G.I. Joe dans la main? Probablement celui qui est un tout petit peu dans son monde. Et c'est marrant, je crois que ça disait un truc sur moi. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants autour de moi et j'aime beaucoup regarder les jouets avec lesquels ils jouent et ce qui les passionne, etc. Et puis moi, le jouet, ça a fort influencé ma vie parce que quand j'ai reçu mon premier Musclor, donc He-Man, maître de l'univers, très vite, j'ai reçu le même en fait. J'ai reçu un doublon. Et en fait, j'étais totalement fasciné par le fait que ce soit 2 fois le même, exactement le même. Et on m'a dit, bah, c'est rien, on va aller l'échanger. Je dis, no way, on va pas l'échanger. Mais si, tu l'as deux. Non, mais c'est pas grave. On comprenait pas bien le délire. Et en fait, je crois que ma passion pour le design industriel et notamment la série, le truc qui sort d'un moule d'injection plastique, je crois que ça, vraiment, c'est né à ce moment-là, quoi, d'avoir plusieurs fois le même objet, identique. Ça me fascinait. Donc, c'est sûr que ça a un peu influencé quand même qui je suis devenu. Et j'ai même fini par faire donc ma gamme d'action figure. Ouais, ça m'a bien influencé. Ouais, moi aussi. Moi, je suis sûr aussi que ça. Ouais, un peu comme tu dis, hein, on match en fait. C'est la Tinder du jouet, quoi, tu vois. À fond, ouais, quelle belle expression. Non, mais moi, je me rends compte, j'ai eu plein de peluches et au final, toute l'histoire de ma vie, c'est les animaux, quoi. J'adore les animaux. Ah, c'est vrai. J'ai un chien que je considère comme ma fille. Enfin, c'est vraiment mon enfant. Et du coup, oui, je pense que clairement, les jouets avec lesquels tu as joué, ça définit un peu aussi la personnalité que tu deviens plus tard, quoi. Donc, mais j'ai adoré. Merci Justin pour avoir raconté ça parce que je trouve ça super beau. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. Le monde entier, je crois qu'il est influencé aussi par les jouets, par comment c'est, ce que ça t'apporte, etc. Et j'ai fait quelques petites recherches. Et puis après, on va passer à un petit jeu. Donc, et en fait, dans mes recherches, ce que j'ai vu, c'est que il y a un truc. Bon, c'est un peu évident, mais je crois que c'est quand même dommage de pas le ressouligner. C'est qu'en fait, les jouets, tout ce qui est figurines, style Barbie, Action Man, G.I. Joe, etc. En fait, c'est tous des jouets qui vont te permettre, comme je disais plus tôt, de créer des jeux de rôle, de te projeter dans un rôle que tu pourrais avoir ou que tu peux fantasmer, des choses comme ça. Après, il y a un autre truc, c'est que tout ce qui est jouets issus de licence, en fait, tout ce qui vient des franchises, etc., ça aide les enfants à pas être perdus dans des scénarios. Donc, en fait, ils ont vu un scénario à la télé ou au cinéma ou n'importe. Ils jouent aux jouets et en fait, s'ils savent pas quoi faire, ils peuvent reproduire ce qu'ils ont déjà vu, quoi. Et du coup, ça leur donne une sorte de béquille de créativité, d'imaginaire quand ils doivent commencer à jouer. Et je trouvais ça assez fou de me dire que ouais, il y a une vraie utilité qui n'est pas que marketing quand en fait t'as un jouet qui est transmédia, quoi. Et évidemment, il y a, je parlais de marketing il y a 2 secondes, justement, il y a aussi tout dans les années 80, le changement de paradigme. Ouh là là, paradigme, c'est mon nouveau fondamental. Putain, mais heureusement, je dis moi, Ah, mais c'est bon. Mégane appelle les secours.
AVC. un AVC. Bon, j'abandonne avec ce mot. Mais soit, en tout cas, tout ça pour dire que c'est pendant les années 80, et en particulier avec les Transformers, qu'il y a eu tout le truc de on va créer un dessin animé pour vendre des jouets. Et évidemment, tout le monde a très vite embrayé là-dessus. Hein, donc, ça crée une sorte de pop culture mondiale parce que Transformers... T'as les Transformers du Japon, mais qui sont communs avec les Transformers des États-Unis. T'as le film qui sort, et puis après, ça devient un truc mondial, etc. T'as tout ce côté export et tout, qui crée en fait une sorte de pop culture commune qui est liée aux jouets, que tu vas avoir moins avec, par exemple, un livre, etc., qui peut rester niche ou s'exporter. Un jouet, il a souvent tendance... son but, c'est de devenir un truc qui se vend mondialement, en fait. Donc, c'est aussi logique de créer une pop culture qui se vend mondialement autour du jouet. Il y a une anecdote incroyable sur G.I. Joe, si je peux la passer Ouais, ici. C'est que, en fait, en 82, Hasbro veut lancer une gamme de figurines parce qu'ils viennent de passer à côté d'un petit truc qui a un peu marché. Ça s'appelle Star Wars. Ouais. Et donc, en fait, George Lucas avait proposé à Hasbro de faire la licence et ils ont refusé parce qu'ils ont, comme tout le monde, pensé que ça n'allait pas fonctionner. Kenner s'en est emparé, ça a un peu fonctionné pour eux. Mais donc, Hasbro, ils sont passés à côté. Ils veulent faire une gamme de figurines 3/4 pouces, donc des figurines qui font à peu près 10 cm de haut. Et ils lancent les G.I. Joe, qui sont en fait un revival de Big Jim, des Action Men des années 70, qui n'ont plus le vent en poupe parce que la guerre du Vietnam est passée par là et que les parents n'ont plus trop envie d'offrir des jouets guerriers. Okay. Mais donc, on est en 82, ils créent cette gamme de figurines. Et en fait, sous Reagan, qui vient de passer, un républicain plutôt dur, on ne peut plus faire il ne veut plus qu'on fasse de dessins animés guerriers. Okay, donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Un petit coup de génie marketing capitaliste. Ils vont en fait faire un spot de 30 secondes qui fait comme s'il y avait un dessin animé. Donc c'est un peu comme si c'était un trailer et ça mélange acheter des figurines et en fait il y a un univers derrière. Et c'est au deuxième mandat de Reagan où en fait on va réautoriser les dessins animés guerriers, où on va avoir un vrai épisode de G.I. Joe pour la première fois. Mais avant ça, ils auront vendu des millions et des millions de G.I. Joe. Sur base simplement d'un trailer de 30 secondes qui a duré pendant plusieurs années. C'est une chouette anecdote. Quoi? J'ai pas de jingle, chouette anecdote. Ah non, c'est vrai. Mais j'aime bien comment tu l'as dit. Oui. On va garder comme jingle. Oui, c'est ça. Voilà. Putain, mais ouais, à fond, je vais faire ça. Bah ouais. Je vais faire un jingle. Chouette anecdote. Chouette anecdote. Bon, les gars. Boom. Roasted. Donc, les gars. Oh, j'adore. Terminé par Michael Scott. Alors, j'ai préparé des petites questions pour vous. Et en fait, c'est un épisode qui est autour des fêtes de Noël, de s'offrir des petits cadeaux, en particulier les enfants, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé pendant les années 80, 90, 2000, les jouets qui ont été les plus vendus. Et je vais vous poser des questions, je vais vous donner des indices. Et vous allez essayer de deviner quels sont ces jouets. Ok. C'est quelle période? Ça commence à partir des années 80 jusqu'à 2000. Okay. Je vais perdre. J'allais dire, c'est peut-être pas fair play pour toi. Non, mais je vais mettre au jeu. C'est sûr qu'il y a des trucs que tu vas trouver. Ok. Ce qu'il faut savoir, je vous donne déjà un indice général, la plupart de ces licences sont restées encore maintenant. Elles existent encore et c'est toujours un succès. Okay. C'est une question de rapidité. Parce qu'en général, moi, je perds pas, donc j'aime bien avoir les règles. Alors, le premier, je vais vous donner 3 indices. Donc, vous pouvez répondre avant que j'arrive à la fin des 3 indices, ok? You ready? I'm ready. Premier indice, en mode Perfura. Mon premier. Pire imitation, à nouveau. À fond. Alors, Gilbert Montagnier pourrait y jouer, mais pas gagner. Deuxième indice. Ok, il est aveugle. Ok, il pourrait jouer, mais pas gagner. Il a été inventé par un professeur hongrois. Oh, les fuck. La troisième indice, ça casse la tête. Waouh, c'est un jeu de société? Ouais. C'est un jouet, c'est un truc d'une personne. Je vais vous donner un autre indice. Il y a des championnats qui sont faits sur ce jouet. Rubik's Cube? Yeah! Oh, waouh! That's what I do. Ouais. Donc, c'est le Rubik's Cube. Et donc, oui, effectivement, il y a eu le premier championnat de Rubik's Cube en 1982 à Budapest. Ah, my. Donc, dans le pays d'origine de ce jouet.
Et le jouet est sorti en 1980 et il a été un des best-sellers à ce moment-là. Putain, mais J'ai un peu casse-tête. honte pour tous ceux qui ont trouvé au premier indice. Et moi qui fais le malin au quatrième. Gilbert, si tu nous écoutes, gros bisous. Bisous. Bisous Gilbert. Alors, le prochain. Donc celui-là, je pense, la licence existe encore. Donc, mais par contre, Megan, c'est un truc très très ancré dans les années 80. Ok. Premier indice, il suce son pouce. Ok, c'est bon, je l'ai. Vas-y, c'est quoi? Mais je veux pas. Il suce une pouce. Ah, c'est pas les espèces de petites figurines avec les cheveux de couleurs différentes? Ça, Non, Non. ça c'est le troll. Kipling? Presque. Non, Ah. mais c'est pas un jouet Kipling. C'est des sacs. Bah oui, mais il y a les petits portefeuilles, Ah, les ah petits oui, ok. porte-clés Oui, oui, singes c'est vrai, qui sucent leur pouce. T'as raison, on les utilisait vraiment comme des. Bah ouais, de Mais ouf. hein. t'es dans le bon domaine, hein, c'est aussi des singes. Mais C'est vrai c'était mon chichi. Et ouais, c'est les monchichis. Ah non, ça je connais pas. Donc, Folie. mon chichi, c'est des petits singes, en fait, avec différents vêtements, à différentes tailles. Et en gros, ça a été créé en 74. Et puis, il y a eu un dessin animé. Et puis après, il a été réédité à nouveau avec un autre dessin animé, etc. Il n'y avait pas tellement d'épisodes. Basiquement, c'est l'histoire des petits singes qui sont des monchichis. Et qui Et- sucent leur pouce. Non, ça c'est juste comment il est présenté dans le Ah oui. packaging. En gros, il y a un truc que je trouvais assez fou. Donc, premièrement, c'est que dans son nom, en fait, contrairement à ce qu'on entend, il y a 3 H. Mon chichi. Ouais. Chichi. Il y a un H tout à la fin ou quoi? Non, non, non. En fait, c'est mon. Et puis, tu as chi, mais avec 2 H là. Et Ok. puis encore chi. Le deuxième truc, en fait, c'est que son nom, c'est un mélange entre monkey et saru saru, donc le singe en japonais. Et donc, ça vient de là, monchi, Mm. chi. Et en gros, c'est ça. Ok. Ouais. Waouh. Ouais. Ouais, je suis intelligent grâce à Internet. Alors, le prochain. Donc, pour les auditeurs, n'hésitez pas à jouer avec nous, hein, dans votre voiture, dans vos écouteurs, etc. C'est un peu tard pour vous le dire, hein, parce que j'avais complètement oublié que vous nous écoutiez. C'est ça quoi. Donc, c'est un jouet qui, pour la première fois, est sorti en 1984, mais qui continue d'exister aujourd'hui, qui est toujours un best-seller de fou. Alors, premier indice, ce n'était pas seulement pour jouer, c'était aussi pour décorer. Deuxième indice, il y a un film qui a été tiré de cette licence très très récemment. Barbie? Yes! Yes! Oh, nice. Et pour décorer? Décoré. Dreamhouse. Donc la Barbie Dreamhouse est sortie en 1984. Donc la poupée existait bien avant, mais la maison de Barbie Dreamhouse, la grande avec le grand étage, et en fait tu Et peux faire du l'ascenseur. toboggan. Ouais, et tu Ah, peux mais descendre en oui. toboggan du premier étage jusqu'au rez-de-chaussée. Donc celle-là, elle est sortie en 1984. Ah dingue. Ok. Et en fait, chaque année, à chaque fois que cette maison, enfin chaque année, à chaque fois qu'ils ressortent la maison, en fait, ils font toujours une petite innovation en plus, un nouveau truc. Le jacuzzi, par exemple, c'est un truc qu'il n'y avait pas dans la toute première version. Ok. Non, c'est parce que moi je pensais que tu parlais des jouets qui décoraient ta maison à toi, tu vois, genre qu'en fait tu mettais des Barbies sur les murs. Mais non, parce que c'est le principe des indices, j'essaie de vous embrouiller. Alors, toujours un jouet qui est sorti pour la première fois en 1984. Ah non, en 1982, le frère de Barbie. Ah bah oui, mais c'est Ouais. Ken. Non, non, c'est pas aussi Ah. simple que ça. Alors, il aurait dû être Conan le Barbare. Ah, c'est les maîtres de l'univers. Ouais. Bien sûr. Voilà, j'ai mis du temps. Donc le frère de Barbie parce qu'il est aussi édité par Mattel. Mattel. Et Ouais, ouais. Donc voilà, donc Mattel et il a une sœur hein, qui s'appelle Shira. Shira. Yes. Donc Shira qui est la version, enfin la sœur de Iman avec le même genre de pouvoir, etc. Des petites dérivées de ça. Et il y a un truc fou que j'ai trouvé avec ça. Est-ce que vous savez qu'il y a un point commun entre Friends et Musclor? Allez. Eh oui. Jean-Claude Van Damme. Nope. Rien à voir parce que Non, j'ai non. pas. Non, ben en fait, Monica Geller, donc Courtney Cox, a joué dans le live-action movie Mais non. des Maîtres de l'Univers, ouais. Ah ouais. Oh, waouh, la casserole. Et ouais. Alors, ensuite, j'ai encore 2-3 questions pour vous. Donc, pour l'instant, c'est Justin qui gagne, donc Mégane... Donc, le prochain, c'est un truc universel, tout le monde connaît, donc il n'y a même pas d'époque pour ça. Hein. C'est devenu le nom d'une coiffure.
J'ai vu un Indien, un marin et un motard ensemble, et c'était pas les Village People. Putain, j'ai perdu. Un marin, un indien. Ma mère est coiffeuse, je devrais trouver direct. Ils sont allemands. Attends. Un marin, un indien. Et quoi? C'est pas grave. Putain, Ok. on dirait une blague des années 90. quoi. Bah oui, parce que moi, quand tu m'as dit C'est ça, les j'allais dire ouais. Playmobil, les gars, les Playmobil. Oh my god! Non, mais allez, les anecdotes, c'était pour rire. Oh, les indices, c'était pour rire, la Si je naïve. te dis la coiffure de Playmobil, tu sais de quoi je parle. Ouais, il a raison. La coupe au bol. Ah ouais, non, la coupe de Playmobil, ouais, c'est ça. C'est ça, voilà. Une coupe, Tu vois. Et vous saviez que j'ai découvert ça, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de Playmobil qui représentent des grandes stars, c'est beaucoup des trucs historiques, etc. Par contre, une des fois où ils ont fait un Playmobil qui représente quelqu'un de contemporain, c'était Karl Lagerfeld. Allez. Oh, waouh. Et ouais, du coup, j'ai envie de la voir. Alors, ensuite, et là, les deux derniers, franchement, l'avant-dernier, il est juste fou. L'indice, c'est un œuf, mais il n'a jamais fait d'omelette. Deuxième indice. C'est pas Tamagotchi qui était dans un. Mais si Bim. Mais quel indice? De quoi Tamagotchi a un œuf qui n'a jamais fait d'omelette? Ben, le Tamagotchi, c'est un œuf. Hein. La forme du Tamagotchi, c'est un œuf. Tu peux me regarder, t'as même le petite cassure d'œuf sur le truc. J'avais jamais capté. Eh ouais. Ok. Donc voilà. Pourtant, Et je t'ai laissé un peu de temps, je t'ai laissé Ouais. de quart de seconde. donc ouais, c'est grâce zéro à lui, pointé tu pour pouvais moi. devenir parent à 8 ans et tu pouvais le laisser mourir noyé dans la merde et c'était normal. Voyez dans la Donc, voilà. Et un truc de fou avec ça, c'est que, bon, il y avait tout un truc que j'avais complètement oublié avec le Tamagotchi, c'était à quel point ça avait foutu le bordel dans les écoles. Totalement. Ouais. Et un truc de malade. Et au Japon, encore pire, parce que c'était pas que dans les écoles, c'était même les adultes. Il y a eu un business de babysitter de Tamagotchi qui a été développé parce qu'en fait, les gens en avaient marre que les employés viennent avec des Tamagotchi en salle de réunion qui bipaient dans toutes les 3 secondes et qui perdaient Oh my en productivité. Et donc, tu as un business de ça, des gens qui gardaient le Tamagotchi pour toi. C'est une dinguerie. Et les drames que ça créait quand il arrivait un truc à Ouais. ton Tamagotchi et tout, c'était un vrai truc. Hein, ouais. Donc voilà. Et c'est assez fou parce que là, il y a un vrai revival des Tamagotchi. Donc, ma nièce en a un. Et tout, Ouais, donc j'ai c'est vu assez- ça. Mm. Ouais, ouais. Alors, le dernier. Donc, le dernier, il est un petit peu plus facile. Hein. Je pense que vous allez le trouver facilement. Si j'étais un mini-architecte, je serais de Vienne fou. Je serais quoi? De Vienne fou. Tu connais pas le même? Je suis jeune, je connais Ah le oui, même. oui, deviens fou. Oui, bah oui, en plus tu me l'as déjà envoyé, je crois. Donc, si j'étais un mini-architecte, je serais de Vienne fou. Un Lego. Elle a tout d'une grande. Elle a tout d'une grande. Elle a toute une grande. Tu pouvais habiter avec elle dans un milkshake. What? C'est Allez. les Polly Pocket. Ah, mais ouais. Mais my god, mais je te jure, il n'y a aucun indice que je peux me dire Polly Pocket, quoi. Mais Attends. si, tu pouvais habiter dans un milkshake. C'est vrai. Oh my god. Ah ouais, donc ça, Ah, j'ai elle pas a la tout ref d'une à ce grande point-là. Polly T'as eu Pocket. des Polly Pocket? Ouais, j'ai eu des Polly Pocket, c'est pour ça. Ouais. Et en fait, c'est assez marrant parce que là aussi, j'avais découvert des petits trucs assez sympas avec ça. C'est qu'en fait, premièrement, la taille des Polly Pocket, elle a changé après une pause parce que les enfants les avalaient. Donc, il y a une réglementation qui a fait que les Polly Pocket, sachez que c'est la taille limite de plus petit personnage que tu peux créer en termes de jouets, en fait. Ok. Donc, tu peux pas faire plus petit et parce que les enfants les avalaient. Et l'idée du gars, j'ai oublié comment il s'appelle, mais en gros, elle est venue parce que sa fille, en fait, avait détourné un poudrier de sa mère pour foutre des petits meubles, des machins et tout. Donc, elle bricolait ce truc et lui, il s'est dit, mais fucking good idea, je vais faire de la thune avec ça. Mhm. Donc, voilà. Dinguerie. Bien, ouais. Et aujourd'hui, il y a des Polly Pocket qui valent une somme astronomique. Ben, j'espère qu'ils sont en bas dans ma cave, du coup. Parce que ma fille, elle en avait plein. Bon, les gars, Justin a gagné. Bah oui. J'ai été une merde son nom, quoi. mais je blâme tes indices. Tes indices, c'était trop loin pour moi. Mais donc voilà, on va arriver tout doucement à la conclusion. Mais avant la conclusion, j'avais un petit truc pour vous parce que on est dans l'esprit de Noël, on est dans l'esprit festif. Et donc, il n'y a que des gagnants autour de cette table. Ouais. Et On donc, a un du cadeau coup, vous avez un cadeau. C'est pas vrai. Eh ouais. C'est pas vrai. Mais ouais.
Une petite seconde. Eh oui, les petits gars, j'ai un petit cadeau pour vous. Je suis trop contente. Énorme. S'il te plaît, C'est un Justin. truc de fou. Oh là là. S'il te Merci. plaît, Mégane. Putain, j'ai Est-ce l'impression que c'est un jouet. Ben, j'espère que ça va vous plaire. Hein. Est-ce qu'on l'ouvre? Vas-y, Mégane. Tu peux. Ouais, allez. On va. Je te laisse peux commencer, décrire, vas-y. Mégane. ASMR. Ouais. Alors. Mais même le papier cadeau est trop beau. Mais il y a déglingue-le! Oui, je le déglingue. Oh my god, attends, est-ce que c'est... Oh my god! Putain! Donc les gars, je vous explique. Vas-y, Donc, j'ai explique reçu- aux auditeurs. Donc Naïm vient de m'offrir Harry Potter à l'école de sorciers, mais dans une édition, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est canon, quoi. Une Oh merci. édition Je suis Mini touchée. Lima. Ouais. Ben oui, Mais- écoute, le tout premier épisode, l'épisode pilote, c'était sur Harry Potter, donc je me suis dit que c'était l'occasion de... Oh my god, ben merci beaucoup. Et d'ailleurs, que tu n'as pas lu, que tu connais au Oui, travers c'est des ça, films. ouais, c'est ça. exactement, que moi j'ai vu au travers des films. Je suis hyper touchée. Ah ouais. Il est magnifique. On mettra aussi une photo sur Insta parce que il est vraiment canon. Merci. Bah, Je avec Je suis touchée plaisir, de avec ouf. plaisir. Merci. À ton tour du coup, Justin. Ok, au travers du packaging, de l'emballage, j'ai l'impression que c'est une figurine sous blister. Donc, je suis Ah, déjà, très, tu très sais. excité. Je suis très excité. Donc moi, si tu veux me faire plaisir dans la vie, tu m'offres un jouet. Hein, oh, j'ai peur. Alors, j'espère que tu l'as pas Oh, déjà. waouh. Oh, waouh. Ok, je viens de recevoir Skeletor, des Maîtres de l'Univers. C'est une version, c'est une réédition. Elles sont magnifiques. Ouais. Elle est magnifique. Mais je connais pas du tout les maîtres de Et- l'univers, donc Et est-ce c'est que le je peux packaging voir? vintage style. Donc, franchement, je suis à 2 doigts de l'émotion de mes 5 ans et mon premier. Oh, Et c'est en trop plus, le chouette. truc que je trouvais stylé dans cette version, c'est que t'as, comme pour les figurines que t'as faites, t'as aussi le petit webtoon avec, en fait, derrière Skeletor. Je me suis d'ailleurs inspiré de ça hein, pour ouais. à la base, je voulais mettre une version papier dans mon Ouais. dans le packaging et on a commencé avec le webtoon qui est disponible avec un QR code. Mais oui, il est vraiment il est magnifique. Et alors double truc, c'est que comme j'étais très 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 mince quand j'étais gamin, on m'appelait souvent Skeletor. Oh waouh, C'était pas pour ça. waouh. Je me suis demandé si tu avais contacté mes Non, les non, enfants non, qui non, me pas bouliaient du quand tout. j'étais petit. Non, c'est juste, je trouve Skeletor plus stylé que Musclor dans les couleurs et tout. J'adore le fond. perso, le chara design, Les il est couleurs fou. sont très chouettes. Donc voilà, et puis dans cette édition, il y avait le petit comics avec, donc je me suis dit que ça faisait bel écho avec ce que tu as fait. Oh, merci. Mais écoutez, avec plaisir, c'est trop l'esprit de contente. Noël, tout Oui, ça. moi aussi, c'est trop cool. Je peux revenir la semaine prochaine. Et pour conclure, on va parler des recommandations culturelles qui sont en lien avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Mégane, est-ce que tu veux commencer? Bah oui, j'ai commencé et t'as un peu spoilé mes 2 recos. Donc ma toute première reco, c'est Le Géant de Fer. Donc c'est un dessin animé. Je pense qu'il est sorti en 98 ou 99. Je me rappelle plus de tête. Et donc c'est un dessin animé qui montre l'amitié entre un petit garçon et un robot. Pourquoi cette reco? C'est parce que quand j'étais petite, j'ai détesté ce dessin animé. J'ai vraiment pas aimé. Enfin, c'était pas ma came. Et je l'ai regardé, je pense, il y a 2 semaines pour la première fois depuis que j'étais. J'ai dû voir ce film quand j'avais peut-être 5-6 ans et j'avais jamais re-regardé par après. Et là, je l'ai regardé avec mes yeux d'adulte et j'ai pleuré. Ah, C'était c'est trop oui, beau, j'adore ce c'était film. hyper émouvant. C'est une super belle histoire. C'est vraiment j'ai vraiment adoré. Donc comme quoi il faut re-regarder des films qu'on n'a pas aimés quand on était plus jeune avec un regard plus adulte où on comprend mieux en fait ce qui se passe dans cette histoire et c'est une histoire super touchante. Donc je vous le conseille, c'est vraiment un super dessin animé. Et ma deuxième reco, c'est Barbie. Donc le film qui est sorti en 2023 par Greta Gerwig qui voilà, c'est un peu simple comme reco parce que voilà, c'est un film qui a été énormément regardé, qui a fait un gros buzz, etc.
Mais j'ai joué avec des Barbies quand j'étais petite et je savais quand j'étais petite que je voulais ressembler à ces Barbies. Et du coup de voir ce film sur Barbie qui justement déconstruit cette idée-là de la femme parfaite, de la jolie blonde qu'est la Barbie, moi ça m'a fait du bien. Je pense que c'est un peu mon côté féministe qui parle, mais c'est un film qui m'a fait du bien et que je conseille. Et puis même, enfin il y a Margot Robbie et Ryan Gosling qui sont extraordinaires dedans. Donc vraiment un chouette film à regarder. C'est trop bizarre parce que je l'ai toujours pas vu et pourtant il y a à peu près tout ce que j'aime dans le pitch, et notamment j'aime bien les acteurs et tout. Et aussi moi je me souviens très bien quand j'étais gamin de ma frustration en fait à ne jouer avec des Barbies que quand j'étais chez ma cousine. Ah oui. Qui était plus jeune que moi et qui avait des Barbies. Et donc, c'était là. En fait, moi, j'aurais rêvé avoir la maison Barbie, la Ferrari Barbie, avoir des Barbies à la maison. Alors, je jouais avec Ken, mais moi, tout ce que j'avais envie, c'était d'habiller, déshabiller les Barbies pour leur foutre des tenues extravagantes. Et c'est totalement interdit. Enfin, c'était totalement interdit dans les années 80. C'était vraiment un truc très bizarre. Et je me souviens avoir été acheter une She-Ra, justement. On parlait des Maîtres de l'Univers, qui était une poupée qui était destinée aux filles, mais un peu moins musclée que Musclor, mais quand même un peu guerrière, et de l'avoir cachée à toute ma famille. Donc je suis allé tout seul chez Joueline, je pense qu'on devait dire Joueline, mais on disait Joueline, à Fleurus, là d'où je viens, et je l'ai ramenée à la maison, et en fait, elle est toujours restée cachée parce que je ne me sentais pas autorisé à avoir envie de jouer avec une petite poupée. Alors c'est très drôle que tu me dises ça parce que mon papa, donc lui il est né en 70. Quand il était petit, il était très fan de Barbie. Et quand il avait 14 ans, donc même pas petit, genre il était, on va dire, au début de l'adolescence, ma grand-mère lui a acheté des Barbies. Donc il avait des Barbies, il jouait avec des Barbies. Et en fait, comme tu l'expliques, il adorait les habiller, donc leur mettre des tenues et tout. C'était vraiment pas de faire des scénarios avec les Barbies, c'était vraiment de les habiller. Et aujourd'hui, ça fait à peu près 35 ans que mon père est dans le prêt-à-porter, les vêtements. Donc voilà. Tu vois, comme quoi, ça construit les gens. Ouais, tout à fait. Justin, est-ce que toi, tu as une recommandation ? Oui, alors j'ai une première recommandation, c'est Collector d'Olivier Bonnard. C'est un roman qui est sorti il y a 5-6 ans. C'est aux éditions Actes Sud. Et en fait, il a un peu changé ma vie, ce bouquin. Et donc, je vous invite à le lire, surtout si si vous cultivez un sentiment de nostalgie. Et les gens qui s'intéressent aux jouets ont parfois cette maladie. C'est le bonheur d'être triste. Je ne sais plus quel auteur français dit ça, la nostalgie, le bonheur d'être triste. Et moi, j'étais drivé par la nostalgie toute ma vie jusqu'à ce que je lise ce bouquin qui m'a appris vraiment un truc très important. Alors, je veux pas trop spoiler. Non, parce que je l'ai pris, j'ai envie de le lire. Je veux pas trop spoiler, mais il y a un côté retour vers le futur dans ce livre. C'est un collectionneur, il me ressemble en beaucoup de points. Le personnage du livre, il est juste un peu plus vieux que moi, donc lui s'intéresse plus aux robots des années 70. Mais il fait la même quête que celle que j'ai faite sur ma recherche sur eBay des jouets de mon enfance, des trucs comme ça. Et puis voilà, et puis ça vire un peu retour vers le futur. Et ça parle de la nostalgie. Et vraiment, si vous voulez combattre ce sentiment qui parfois est un peu overwhelming, je conseille fortement. Et ensuite, l'autre reco, c'est un plaisir coupable, c'est Small Soldiers. Ah oui. C'est un film de 98 où, en fait, des jouets tout à fait classiques reçoivent je fais du Jean-Claude Van Damme, une microchips américaine dans leur corps pour faire des actions basiques façon Furby. C'est marrant parce que ça sort la même année ou presque que Furby. Ouais, tout à fait. Et en fait, les mecs qui mettent la puce font un peu un bordel et il se fait que la puce est beaucoup trop puissante pour des jouets. Et donc, en fait, ils prennent totalement vie. Et j'avais 18 ans quand c'est sorti, mais c'était totalement l'histoire de ma vie. C'était de voir mes jouets en plastique devenir animés et faire vraiment... Et donc, le film est moyen, mais pour ceux qui s'intéressent aux jouets et à comment nos jouets vivent quand on n'est pas là, ce genre de truc, un peu à la façon de Toy Story, en fait. Hein. Mais là, c'est dans un environnement réel, avec des jouets en plastique,
qui deviennent animés comme ça. J'ai vu aussi ce film et j'en ai un bon souvenir. Bah, ça me donne envie de le regarder maintenant. Peut-être qu'en tant qu'adulte, ce sera plus le cas. Mais... Oui, ça fera un petit coup de vue. Hein. Ouais, c'est ça. Mais ça reste un film qui m'a marqué. C'était un peu l'anti-Toy Story, quoi. Oui, tout à fait. Donc, il y a des vrais méchants. Et les vrais méchants sont les soldats plutôt américains. Alors, moi, je vais parler de 2-3 trucs. Le premier, je vais quand même toujours conseiller Toy Story, mais le 3 en particulier, parce que le 3, c'est celui qui parle le plus de nostalgie, de transmission, de ce que valent les jouets pour nous, de est-ce qu'on doit les garder, est-ce qu'il faut les passer, des choses comme ça. Donc, il m'a vraiment marqué et puis, il a eu un petit Oscar, même si pour moi, ça ne va pas toujours dire quelque chose. Mais voilà, s'il faut cet argument pour que les gens qui ne l'ont pas vu le voient, sachez que c'est un film d'animation oscarisé en 2011. Truc qui, vraiment, la passation des jouets à Bonnie, mais je chiale systématiquement. À fond. Alors, le deuxième truc, c'est une chaîne YouTube. Je vais faire ça très rapidement, mais en gros, c'est Archeo Toys. Donc, pour tous ceux qui s'intéressent aux jouets, c'est une super chaîne YouTube qui est animée par un gars qui s'appelle Romain, si je me souviens bien, et qui, en fait, en gros, passe à travers des grandes licences de jouets, parfois de l'histoire des jouets, parfois même des parcs d'attractions dérivés ou pas de licences de jouets. Donc, c'est assez intéressant. Il va vraiment dans les détails et il trouve toujours des anecdotes incroyables par rapport à ça que... Perso, moi, je trouve jamais nulle part ailleurs que dans ces vidéos. Donc, je trouve ça assez cool. Et la dernière reco, et là, c'est un film aussi, c'est AI, Intelligence Artificielle de Steven Spielberg. Oh là là. Alors, ouais, et là, c'est un peu, je vais dire, le robot ultime. Donc, en fait, il faut savoir que ce film, c'est un film de Steven Spielberg, mais pas que. C'est aussi un peu un film, un peu beaucoup même, un film de Stanley Kubrick, qu'il a cédé à Steven Spielberg quand il est décédé. Et Steven Spielberg l'a conclu. Donc, il y a des scènes que vous allez voir dans le film qui sont très marquées Stanley Kubrick. Et croyez pas non plus que c'est toutes les scènes qui sont sombres ou quelque chose comme ça, parce que voilà, c'est juste, c'est incroyable. L'histoire de ce film est incroyable. C'est un film qui a un petit peu floppé quand il est sorti, mais qui gagne à être revu aujourd'hui et surtout qui est en train de se refaire découvrir par toute une génération de cinéphiles. Et en gros, ça raconte simplement l'histoire d'un petit garçon robot qui est là pour compenser la perte d'un fils pour des parents. Et qui, petit à petit, se rend compte, enfin, les parents se rendent compte qu'ils ne vont jamais réussir à remplacer leur fils perdu par un robot. Et cet enfant robot part à la quête d'une mère. Et c'est trop génial. J'ai jamais vu, ouais, donc c'est pas Joel Osmond qui joue ça, et Jude Law. C'est ça, tout à fait. Jude Law. Mais voilà, les gars. C'est terminé pour aujourd'hui. C'était vraiment cool. C'était trop chouette. Honnêtement, c'est pas un thème sur lequel j'aurais parié parce que ça occupe pas une grande partie de ma vie, mais j'ai adoré vous écouter en fait, surtout toi, Justin et Naïm, parce que ça a l'air d'être vraiment super important pour vous. Donc trop cool, vraiment. Quand vous allez sortir de cette pièce, je vais tous les embrasser. Moi, vraiment, merci de m'avoir offert du temps pour parler des jouets. Comme vous voyez, c'était pas compliqué pour moi. C'était un vrai plaisir. Écoute, c'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous, d'avoir toutes tes anecdotes, ton expertise et tes histoires plus personnelles. Merci aux auditeurs d'être restés jusque-là. C'est un long épisode, mais c'est un long épisode un petit peu spécial. On se retrouve le mois prochain avec un nouveau thème. On verra bien ce que janvier nous inspire. Hein. Est-ce que ça va être la dépression, quelque chose de plus long ? On verra. Donc voilà. Merci à tout le monde et à bientôt. Merci Mégane, merci Justin. Merci. Salut. À bientôt. I know Kung Fu. Boom. Roasted.